Chers collègues, je suis donc très heureux de vous accueillir sur ce symposium Norgine, intitulé donc le syndrome de l'intestin irritable en 2020, Leaky Gut Syndrome, donc syndrome de l'intestin perméable, mythe ou réalité. Pour ça, je vais avoir l'occasion de poser des questions à nos deux experts. Tout d'abord, le professeur Véronique Vitton, que tout le monde connaît, PUPH à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et qui est donc coutumière d'intervention à ce 31e Vidéo Digest, qui cette année n'a jamais aussi bien porté son nom, malheureusement. Et au professeur Jean-Marc Sabaté, Jean-Marc aussi, donc vous connaissez bien, aux nombreuses interventions sur le syndrome de l'intestin irritable, et qui est donc PUPH à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, qui est à Bobigny et qui travaille donc aussi dans une unité INSERM. Donc, en termes d'introduction, ce que l'on peut dire, c'est que le tube digestif est une barrière entre le milieu extérieur et l'autre, qui est la barrière la plus étendue de notre organisme, très loin devant la peau et très loin devant l'appareil respiratoire. Et donc, pendant longtemps, on a considéré que cette barrière était étanche et pouvait contenir les éléments défavorables à l'organisme dans la lumière du tube digestif et qu'elle ne laissait passer par différents systèmes, y compris des systèmes de perméabilité passive, intracellulaire ou intercellulaire, que les éléments qui étaient favorables. On s'aperçoit progressivement qu'il y a un concept qui a émergé, qui était donc ce syndrome de l'intestin dit perméable, avec un défaut de cette étanchéité, et que ça pouvait s'intégrer à d'autres phénomènes qui, lorsqu'ils deviennent pathologiques, prennent le nom de syndrome de l'intestin irritable. Pourtant, ce mécanisme est encore d'une part incomplètement compris, et puis il faut un peu l'intégrer avec ce que l'on savait déjà du syndrome de l'intestin irritable. Alors Véronique, est-ce que tu peux nous placer là où on pense qu'il peut avoir un rôle dans la physiopathologie du syndrome de l'intestin irritable ? Oui, bien sûr, puisque comme on le voit sur la diapositive qui est présentée ici, on sait tous la complexité du syndrome de l'intestin irritable est liée à son mécanisme. C'est un mécanisme qui est complexe et multifactoriel. On le connaît depuis longtemps, des troubles de la motricité. C'est la base du traitement par les antispasmodiques. Et puis, on sait qu'il y a d'autres mécanismes comme l'hypersensibilité viscérale, une micro-inflammation, inflammation de bas grade, des facteurs psychologiques dont on parle également assez souvent, avec différents sous-groupes, une dysbiose dont on a beaucoup plus, dont on a parlé beaucoup plus souvent ces derniers temps, l'alimentation avec beaucoup d'intérêt des patients pour les régimes de manière générale, et puis plus récemment effectivement l'hyperperméabilité membranaire qui était un peu plus ésotérique ces derniers temps et puis qui depuis quelques années devient quelque chose de beaucoup plus concret avec une véritable cible thérapeutique et de vrais espoirs thérapeutiques pour les patients. Alors finalement, voilà, on comprend bien ce que veut dire hyperperméabilité, mais est-ce que ça correspond à une réalité physiopathologique ? C'est-à-dire actuellement, comment est-ce que l'on comprend la possibilité, ou comment est-ce que l'on explique la possibilité d'une perméabilité anormale ? Jean-Marc, est-ce que tu peux nous éclairer sur les hypothèses qui sont formulées dans ce domaine ? Alors tout d'abord, la barrière intestinale a différentes composantes, comme on peut le voir sur la diapositive qui est présentée. Il y a d'une part le mucus. Dans ce mucus, où il y a plusieurs couches, on peut avoir des bactéries. Il y a aussi tout un tas d'éléments qui sont sécrétés qui peuvent avoir un rôle de défense contre des bactéries ou contre d'autres éléments. Et puis, il y a cette barrière dont tu as parlé, en fait, qui est faite de cellules épithéliales qui sont relativement jointives. Et ces cellules épithéliales, elles ont des systèmes d'adhésion entre elles qui les rendent cohésives. Et il peut y avoir, notamment, ce qui a été montré dans différentes études les années passées, des anomalies dans ces systèmes d'adhésion qui rendent le système plus perméable. Alors, ça peut être à l'occasion d'un stress, parfois, ça peut être aussi à l'occasion d'une infection comme d'une gastro-entérite. Alors, on comprend bien ce concept, mais finalement, dans quelle mesure on peut l'appliquer en pathologie? Et l'un des premiers objectifs, c'est de tenter de le mesurer, justement. Est-ce que cette réalité-là, elle est mesurable? Et si oui, comment? Parce qu'en pratique, on commence à voir arriver dans nos cabinets de consultation un certain nombre de gens qui se déclarent hyperperméables, qui, sans nous agacer totalement, posent quand même problème parce qu'ils arrivent avec des analyses et des dosages, par exemple, de protéines de jonction. Est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'on a un moyen simple dans notre pratique pour mesurer cette perméabilité ou cette hyperperméabilité?
Alors pour répondre à la dernière partie de la question, on n'a pas de moyen simple de mesurer cette hyperperméabilité. C'est un concept qui est d'ailleurs ancien, qui date, les premières mentions de ce leaky gut syndrome, c'est des années 70. Et puis dans le cas du syndrome de l'intestin irritable, les premières études qui ont été réalisées, c'est à la fin des années 90, avec des tests qui ne sont pas simples. Il y a par exemple des tests d'absorption différentielle des sucres. Alors ça a l'air un peu barbare comme ça, mais effectivement on a des sucres qu'on peut avaler, qui ont des poids moléculaires différents, et donc suivant leur taille, ils passent plus ou moins à travers la barrière, et on recueille dans les urines ces sucres, et en fonction d'anomalies ou pas de la perméabilité, eh bien on peut en recueillir plus. Il y a des seuils de normalité qui ont été décrits, ça c'est chez l'homme, mais on a aussi de manière expérimentale, on peut prendre des biopsies et les mettre dans des petites chambres qu'on appelle des chambres de Hussing, et on peut mesurer d'un côté à l'autre de ces biopsies le passage de courant ou d'éléments par exemple fluorescents qui vont marquer une hyperperméabilité. Donc on peut le mesurer, mais ça n'est pas simple en pratique. Et on n'a pas de test biologique simple validé pour vérifier cette hyperperméabilité. Ça, tu me confirmes? Alors, tu as parlé effectivement de certains dosages. Par exemple, on voit des gens avec des dosages de la zonuline. Ce n'est pas validé comme ça, surtout fait dans des laboratoires. Pour l'instant, c'est du domaine de la recherche. Il n'y a pas d'ailleurs de seuil de normalité dans différentes situations qui ont été réellement publiées. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire ces tests-là, surtout qui sont en général assez coûteux. Alors maintenant, une fois qu'on sait ça, on est juste un tout petit peu vigilant par le fait que ce concept est ancien et que finalement il apparaît un peu maintenant. Alors on n'a toujours pas beaucoup d'outils pour le mesurer, mais est-ce que dans l'intervalle entre l'émergence et la période actuelle, on a eu des données qui permettent de le relier à une pathologie particulière, et évidemment tout particulièrement au syndrome de l'intestin irritable? Alors, on a effectivement, je parlais d'une étude, là, la première, pour le syndrome de l'intestin irritable qui a été faite par l'équipe de Robin Speiler en Angleterre, qui a montré qu'après une infection à Campylobacter, dans le groupe des patients, il y avait une augmentation de la perméabilité par rapport à des patients qui n'avaient pas été infectés. Et donc, c'est les premières démonstrations, mais il n'y avait pas à cette époque de tentative de traitement ou de caractériser mieux les patients. Donc c'était un petit peu balbutiant. Il y a eu par la suite d'autres niveaux de preuve. Et dans les données qu'on a, Véronique, sur le syndrome de l'intestin irritable, est-ce que cette hyperperméabilité est un concept qu'on va l'appliquer de façon générale à tous nos patients atteints de syndrome de l'intestin irritable, ou est-ce qu'il y a des sous-populations pour lesquelles ce concept serait peut-être plus adapté ou peut-être plus mesurable? Est-ce qu'il y a des gens chez lesquels il faut l'évoquer plus particulièrement? Alors, après, je laisserai aussi Jean-Marc s'exprimer, mais c'est vrai que on l'a vu, c'est multifactoriel. Alors, je ne crois pas qu'il y ait un patient avec un mécanisme. Il faut toujours prendre un peu de recul, et c'est ce qu'on explique en consultation. Je pense que le support qu'on a vu, qui existe sous différentes formes, enfin, en tout cas, c'est souvent un outil en consultation d'expliquer aux patients la complexité de la prise en charge et de montrer que il y a plusieurs cibles thérapeutiques, les antispasmodiques, éventuellement des agents modulant la flore. Et pour l'hyperperméabilité, alors on a plutôt le sentiment que ce sont des patients qui ont des douleurs avec de la diarrhée. Alors peut-être que Jean-Marc changera un petit peu cette information, mais ça peut peut-être être une cible sur la symptomatologie, par exemple. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'autres éléments qui nous disent Monsieur X que j'ai en face de moi a une hyperperméabilité membranaire. En tout cas, il n'y a pas de marqueur évident, ni clinique, ni biologique ou autre à ma connaissance. Tu as tout à fait raison, puisque en fait, on ne peut pas deviner comme ça qui aurait une hyperperméabilité. Ce qu'on sait par la littérature, mais c'est parce que les études ont été faites plus tôt dans cette situation-là, après des gens qui ont développé la maladie suite à une gastroentérite et qui avaient donc plutôt une diarrhée. Mais il est probable qu'on puisse le retrouver chez des gens qui ont une alternance de diarrhée de constipation, voire même une constipation. Et ce qu'on voit par exemple sur cette diapositive, c'est qu'il peut y avoir certaines caractéristiques, et ça rend finalement ce phénomène dont tu nous parlais de mythe. Est-ce qu'il y a une consistance à ce phénomène? Dans cette étude qui a été réalisée par des collègues américains, eh bien, ils ont montré que dans le groupe des patients avec hyperperméabilité, on retrouvait les patients qui avaient le plus de douleurs. Donc finalement, pour des gens à qui on dit souvent « vous n'avez aucune anomalie », si on fait ce test de perméabilité qui est quand même fastidieux et qui doit être fait en hôpital de jour, on peut retrouver, cibler des patients peut-être plus douloureux que les autres. C'est en tout cas ce qu'avait montré cette étude. Alors c'est vrai que ce qui est important et ce que j'entends maintenant, c'est que ce concept qui était ancien et qui nous revient malheureusement par
le grand public qui cherche désespérément des solutions que jusqu'à présent on n'a pas toujours pu leur apporter. Donc d'où cette quête et cette consultation en revenant, en nous suggérant cette physiopathologie. La question est de savoir si ce concept se vérifie. Une des façons de le vérifier, c'est aussi l'application thérapeutique, pratique, savoir si on a une solution. Est-ce qu'il existe des substances, des molécules ou des médicaments qui sont des candidats à moduler cette perméabilité et plutôt à la réduire si l'hyperperméabilité est responsable de symptômes? Alors, oui, alors on entend beaucoup de choses. En ce moment, voilà. Ça a été faire le tri. Très médiatisé. Alors c'est bien pour nous parce que finalement ça fait consulter des gastro-entérologues. Ça permet aussi de mettre un nom sur quelque chose. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est quelque chose qui existe. On a le droit de se plaindre de quelque chose qui n'est pas considéré comme grave et pas se cacher derrière ces douleurs. En revanche, ça fait un peu le lit de dérives commerciales qu'il faut éviter. Et on a la chance effectivement à l'heure actuelle d'avoir des substances qui peuvent agir sur l'hyperperméabilité membranaire. Alors il y en a 2 à l'heure actuelle principalement, et pour nous en tant que médecins c'est important de pouvoir prescrire en fonction d'études ou de résultats qui nous rassurent un petit peu et qu'on peut aussi expliquer aux patients. Il y a la glutamine notamment, et plus récemment le Gelsectan qui fait partie des... qui est un dispositif médical qui a un effet effectivement sur les symptômes en passant par cet effet sur l'hyperperméabilité membranaire. Alors, si on prend les 2 substances que tu viens de citer, il y a tout d'abord la glutamine. La glutamine, je vais avoir les mêmes réserves, finalement, que ce qu'on a vis-à-vis du concept, qui est que, à ma connaissance, les publications sur la glutamine, elles existent depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'il existe des données sur la glutamine qui tendraient à valider son usage, et pour quelle posologie ? Jean-Marc, effectivement, il y a souvent des patients qui viennent et moi je les interroge sur les traitements qu'ils ont pu utiliser, en général sans succès, puisque quand ils viennent nous voir, c'est pour rechercher d'autres solutions. Et la glutamine revient souvent depuis quelques années. Il y avait d'abord le mot de perméabilité, j'ai l'intestin poreux, c'est ce que disaient les gens. Et ils prenaient souvent de la glutamine, mélangée parfois à des vitamines, vendue en pharmacie, mais à des posologies très faibles, de l'ordre de 1 gramme par gélule ou peut-être moins. Et ça, a priori, c'est sans efficacité. Par contre, il y a eu des données d'abord expérimentales et les équipes françaises ont participé à ces travaux, notamment l'équipe de Rouen, du professeur Deschlotte, qui ont montré que in vitro, il peut y avoir un effet de la glutamine. Et puis, l'équipe dont je parlais tout à l'heure, l'équipe américaine, avec en premier auteur le docteur Zhu, a montré que chez des patients avec hyperperméabilité, on avait des douleurs plus importantes. Ils ont regardé chez ces gens-là, il y avait des anomalies, donc on appelle des micro-ARN. En fait, c'est des petits bouts d'ARN qui peuvent moduler des gènes qui ont des fonctions importantes. Parmi ces fonctions, il y avait notamment un rôle sur la glutamine. Et ils ont récemment publié en 2018 une étude très intéressante sur un petit groupe de malades. En fait, c'est des gens qui ont développé l'intestin irritable après une gastro-entérite, qui avaient la diarrhée, donc encore un sous-groupe. Et ils ont vérifié chez ces gens-là s'il y avait ou non une anomalie de la perméabilité. Et en regardant cette anomalie de la perméabilité, en incluant que ces patients-là, ils ont eu, en utilisant de la glutamine, mais à la dose de 5 grammes 3 fois par jour, qui a été prise pendant 8 semaines versus un placebo, ils ont eu de l'ordre de 80% de bons résultats, c'est-à-dire diminution de la sévérité de la maladie, amélioration de la consistance des selles, diminution du nombre de selles, diminution de l'impériosité, et c'était corrélé, comme on peut le voir sur la diapositive suivante, à une amélioration de la perméabilité. Donc vraiment, je crois que là, pour la première fois, on avait un mécanisme, on avait cette cible, mais pas de médicaments qui pouvaient agir dessus. Et là, en fait, on a la glutamine à cette posologie-là, en tout cas, qui, dans cette étude, semblait très efficace. Ce petit groupe de patients, quand même, il faut le dire, ne représente, dans mon expérience, que 8% des patients. Mais 15 grammes de glutamine par jour, par rapport aux doses qui sont vendues en pharmacie, ça n'a rien à voir. Ce sont des doses que l'on trouve dans des échoppes qui vendent toute une série de substances pour le culturisme, mais c'est pas quelque chose de quotidien, on est d'accord. Il n'y a pas de médicaments qui donnent ces concentrations-là. Oui, tu as l'air de bien connaître ces magasins, et je vois que ça se voit d'ailleurs. Effectivement, à ces doses-là, c'est en fait pris sous forme de poudre, donc dans des espèces de boîtes qui contiennent cette poudre, et c'est vendu en général dans des magasins bio, ou voire dans certaines enseignes très connues qui font tout un tas de matériel pour le sport et le culturisme. J'ai fait un calcul quand même.
que à ces doses-là, ça monte jusqu'à 900 € par an si on vous prenait 15 grammes tous les jours de glutamine. C'est quand même loin d'être négligeable, non remboursé bien sûr. Véronique, tu disais tout à l'heure qu'on dispose depuis peu de temps, alors cette fois-ci de façon validée, tu vas nous le dire, mais en tout cas de façon avec un process plus classique, une substance qui s'appelle le gel sectant. Le gel sectant, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu peux nous éclairer? Oui. Alors c'est intéressant parce que là aussi, encore une fois, la cible est bien l'hyperperméabilité membranaire. Et puis on va le voir, finalement, ça cible les mêmes patients avec des résultats qui sont dans les mêmes proportions. Donc cette molécule, en fait, c'est un dispositif médical qui contient 3 substances assez rapidement. Un xyloglucane qui est un polysaccharide, des protéines végétales à base de pois et un xylo-oligosaccharide. L'intérêt de ce dispositif médical, c'est d'avoir un effet filmogène sur la barrière intestinale, ce qui est un peu notre Graal quand on parle d'hyperperméabilité membranaire, et également d'avoir un effet prébiotique et stimuler plutôt la production de bactéries bénéfiques pour le tube digestif. Et avec ce dispositif, on a eu une belle étude clinique, qui est l'étude Trifan, qui a montré une efficacité très importante sur le plan symptomatique, à la fois sur les ballonnements et sur la diarrhée, avec un schéma qui était, c'était un essai randomisé avec un crossover qui montrait que lorsqu'on croisait les groupes de patients, c'est-à-dire que les patients qui avaient initialement eu le placebo et qui ensuite recevaient la molécule, avaient les mêmes résultats aussi important en termes d'efficacité que ceux qui avaient initialement eu la substance, donc le gel sectant, et qui ensuite avaient le placebo. Donc ça en fait quand même un produit qui a un effet très significatif sur les symptômes, en passant vraisemblablement par ce mécanisme d'hyperperméabilité membranaire, et cette fois-ci avec une disponibilité en officine qui est quand même peut-être plus simple que d'aller se procurer certaines substances dans les boutiques que tu fréquentes apparemment assez souvent. Voilà. Donc c'est vrai que donc pour l'instant en tout cas et pour l'expérimenter en pratique et Jean-Marc pourra donner son expérience, on a quand même le sentiment que c'est un produit qui a une belle efficacité chez les patients. Alors effectivement, ce sont des patients comme pour la glutamine qui ont des douleurs avec de la diarrhée. C'est peut-être ce qu'on disait initialement, à ta question tout à l'heure. Est-ce que c'est un profil de patient? On a l'impression que les patients qui auraient une hyperperméabilité membranaire sont plutôt des patients qui se présentent avec un tableau de douleur diarrhée. Mais encore une fois, on est loin de tout savoir. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un peu le profil qui se dégage pour ces patients. Une question subsidiaire avant de t'interroger sur la dose. Tu as parlé à plusieurs reprises des syndromes post-infectieux. Et donc, j'ai 2 petites questions complémentaires. Est-ce que c'est très différent des syndromes de troubles fonctionnels après antibiothérapie? Est-ce que c'est le même mécanisme ou est-ce que c'est différent? Et pour ceux qui ont des syndromes post-infectieux, il faut savoir le rechercher parce que très souvent, l'épisode infectieux initial a été oublié dans l'histoire du patient et qu'on retrouve ça. Il y a une très belle publication canadienne qui montre effectivement le suivi pendant 2 ans dans Gastroentérologie où on voit apparaître chez 20% des patients après un syndrome infectieux un syndrome de l'intestin irritable, mais ça représente au sein des troubles fonctionnels quel pourcentage de malades à peu près? On dit que ça représente 15 à 20% des patients. Après, effectivement, ils ne se souviennent pas tous d'un événement marqueur comme ça. Moi, je crois qu'on peut vraiment le valider quand les gens disent je me souviens, je suis allé au restaurant ou j'ai eu une gastro, j'étais à l'étranger. Et puis, alors que j'avais une vie normale, ça a commencé dans les semaines, les jours qui suivent et ça ne m'a plus jamais lâché. Effectivement, à ce moment-là, ils ont le plus souvent de la diarrhée. Et comparé aux autres formes, en fait, on n'a pas trouvé de différence pour l'instant même en termes de traitement et de prise en charge. La seule petite notion qu'on a, c'est que peut-être elles ont un meilleur pronostic. Et il y a des études, notamment des études nordiques, qui ont contacté des malades plusieurs années après l'épisode infectieux et qui montraient qu'à 4 ans, seulement 40% des gens avaient encore des symptômes, ce qui est moins que dans les formes classiques où les gens ne se souviennent pas comment ça a démarré. D'accord, 40% quand même. Et donc, la manipulation du gel sectant, les prescriptions, les recommandations, les doses, qu'est-ce que c'est? Et est-ce qu'il y a des contre-indications ou des effets secondaires? Non, alors pas à ma connaissance, pas en pratique non plus. C'est assez simple, c'est 2 gélules par jour, une matin et soir avant le repas, dans l'idée d'avoir un effet filmogène préalable à la prise alimentaire, et pendant au moins 4 semaines. Mais au-delà, à ma connaissance, il n'y a pas d'intérêt, sauf si Jean-Marc a une autre opinion, de prolonger. S'il n'y a pas d'efficacité au bout de 4 semaines, il n'y a pas de raison que ça marche au-delà, et c'est ce qui a été démontré dans l'étude. Et donc je ne crois pas qu'il y ait d'intérêt à prolonger, mais il faudra voir par la suite avec d'autres études qui sont en cours pour savoir si l'effet se maintient également.
Donc c'est quand même des données qui sont des données relativement documentées dans la mesure où, pour le syndrome de l'intestin irritable, on n'a pas tant d'études contrôlées, et en plus de ça en crossover, donc ça mérite... Et vous le donneriez à l'ensemble de vos patients syndrome de l'intestin irritable ou vous le réservez quand même plutôt aux formes douloureuses diarrhéiques? Est-ce que vous avez des restrictions, Jean-Marc? Tu as un ciblage particulier pour ça ou pas? Moi, je le propose plutôt aux formes avec diarrhée. Bon, en général, ils ont tous des douleurs, ceux que je vois en consultation, pour que ça corresponde à l'étude, pour l'extrapolation des résultats. Après, c'est vrai, quand on réfléchit au mécanisme, la perméabilité, il n'est pas dit que ça puisse pas concerner des gens aussi qui n'ont pas de la diarrhée. Et d'ailleurs, ce traitement n'est pas censé bloquer le transit. Donc, il pourrait y avoir des études, ça pourrait être intéressant de faire des études dans d'autres populations qui pourraient aussi peut-être bénéficier de ce traitement. Tu as posé une question tout à l'heure sur est-ce qu'on a des données aussi sur une durée plus longue, puisqu'effectivement cette étude-là en crossover était sur une période plus courte. Il y a des études préliminaires là faites par des collègues espagnols qui ont publié ça seulement sous forme d'abstract, qui montrent, alors c'était sur un petit nombre de patients, ils n'avaient pas leur cohorte complète, mais sur 50 patients, que l'effet qui existait dans le premier mois, comme l'a dit Véronique, se maintenait à 6 mois. D'accord, ça c'était une étude purement observationnelle, les Espagnols, oui. Voilà, d'accord. Ok, c'était... Chez des patients sévères quand même, c'est important, oui. Parce que dans l'étude de Trifan qui a été faite en Roumanie avec la participation de collègues espagnols, ils définissaient moins bien le niveau de sévérité des patients. Et là, dans la cohorte espagnole, c'est des gens qui avaient en moyenne un score de sévérité au-delà même de 300, donc des gens qu'on voit nous en consultation avec des formes sévères et qui peuvent être bien améliorés donc par ce type de traitement. Est-ce qu'à votre connaissance, à ce jour, on connaît des conséquences négatives? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, comme on l'a avec certaines substances qui peuvent agir sur la perméabilité, comme le fructose, où il y a des phénomènes de saturation qui arrivent et qui fait qu'au-delà, la substance n'est plus efficace? Est-ce qu'on a des données là-dessus ou est-ce que c'est vraiment trop préliminaire par rapport à la manipulation du produit tel qu'on le connaît actuellement? Alors, je pense que chez l'homme, on n'a pas de données. Après, je sais que ce produit a été étudié notamment par les équipes de l'INRA à Toulouse, par le professeur Bueno et les équipes qui lui ont succédé. Et il n'y a pas, a priori, d'effet comme ça, de saturation. Je pense que c'est un produit assez naturel. Et en tout cas, eux, ils ont montré que dans des situations aiguës, ils pouvaient protéger, raccourcir le délai de retour à des symptômes normaux pour des gens qui avaient pour des animaux, ou même il y a une étude dans des gastro-entérites qui montrait une amélioration, mais il n'y a pas eu d'effet comme tu le décris, effectivement, pour l'instant en tout cas. D'accord. On a parlé donc d'une substance récente. Dans les anciens aussi, avec la glutamine, j'avais vu passer des publications sur l'arginine. Je sais que c'est une question qu'on m'a déjà posée. J'ai aucune expérience. J'ai pas d'expérience d'études randomisées avec l'arginine. Voilà. Dans un groupe conséquent de patients. Ça a été, ça a été évoqué. Avant qu'on fasse la synthèse, est-ce que vous avez des questions supplémentaires que je vous ai pas posées, que vous auriez voulu voir? On a fait le tour à peu près, hein. Oui, non, je crois que c'est important de dire aux patients, enfin, et à nos collègues de faire attention à tout ce qu'on peut avoir sous la main dans les pharmacies, parapharmacies, etc. Il y a énormément à l'heure actuelle de substances censées cibler l'hyperperméabilité, tous ces concepts-là, mais je crois que voilà, on a la chance à l'heure actuelle d'avoir de vraies substances avec des essais randomisés, hein, comme le disait Jean-Marc, c'est important d'avoir des beaux essais comme ça, comme tu le disais aussi dans ce domaine. Donc je crois qu'il faut commencer par ces molécules-là et puis reprendre un petit peu la main sur le côté scientifique de cette pathologie, parce qu'il y a quand même des choses qui arrivent et qui donnent de bons résultats. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc, il revient au Candide de la bande de donner les idées phares. Alors, grosso modo, moi, ce que j'ai retenu, et je parle sous votre contrôle, la première chose, c'est que ce concept qui est ancien, correspond à une réalité qui reste une réalité validée, même si ce n'est pas l'Eldorado du traitement du syndrome de l'intestin irritable, mais il ne faut pas s'arrêter aux patients qui viennent en disant qu'ils sont poreux. Il peut y avoir une réalité derrière cette pathologie-là. Deuxième idée, c'est qu'actuellement, cette perméabilité ne se mesure pas de façon simple, et qu'on n'a pas à réserver à une catégorie de patients des dosages qui sont parfois coûteux et qui ne servent à rien, mais que c'est un outil parmi d'autres.
Que la conséquence de cette hyperperméabilité, ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais on sait qu'elle a priori une physiopathologie dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable et que c'est probablement un outil supplémentaire dans notre trousse à outils, comme tu le disais, vis-à-vis du syndrome de l'intestin irritable. Est-ce que ça pourrait être, j'en profite pour avant de citer le 4e point, le 4e message à rapporter à la maison, est-ce que ça pourrait avoir un impact dans d'autres pathologies ? Finalement, parce qu'on parle du syndrome de l'intestin irritable, bien sûr, parce qu'on y est intéressé autour de nous, mais dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, par exemple, on a aussi des patients qui viennent en nous disant cela. Est-ce que on a des données là-dessus ou pas ? Alors, les mécanismes ont parfois été décrits dans des groupes de patients, aussi pour la maladie cœliaque, des anomalies de la perméabilité. Alors après, il y a tout un tas de maladies où c'est plus des supputations que des démonstrations, même sur des petits groupes de patients. Par contre, au niveau thérapeutique, montrer que cibler ce mécanisme améliore les gens, pour l'instant, et on est assez ravis que ce soit le cas, en premier lieu, dans le syndrome de l'intestin irritable. Donc le 3e point à ramener à la maison, c'est effectivement que c'est probablement un outil qu'il va falloir suivre dans le syndrome de l'intestin irritable, et que 4e, l'idée c'est que en thérapeutique, les outils dont nous disposons actuellement sont soit avec un niveau de preuve qui s'est un peu étayé, mais pas d'outil directement transposable, qui est la glutamine. Donc il ne faut pas rejeter nos patients, quoique parfois ils soient améliorés avec des doses très faibles de glutamine, ce qui montre bien l'effet placebo, et qu'on dispose donc maintenant d'une substance qui a un effet entre autres filmogène, mais aussi prébiotique, qui est donc le gel sectant et qui mérite d'être essayé dans un certain nombre de pathologies avec les profils que vous avez cités. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'ai beaucoup appris et j'espère que nos collègues aussi. Voilà. Merci. Merci.